Welcome to Behind the Scenes of Transformation, the podcast where we go beyond the hype and the theory. My name is Richard, and I'm your host. I speak with the people actually delivering complex transformation to hear their stories, their lessons, and the hard truths about what it takes to make change happen. No theory, no fluff, just honest conversations about the challenges, decisions, and leadership that drive real results. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale française qui est surtout une édition pour la francophonie. Vous le savez peut-être, il y a 400 millions de francophones dans le monde, dont près des 3/4 qui font de ça un usage quotidien. Combien de ceux-ci sont chefs de projet? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je vais parler avec Tanguy Le Dantec sur le sujet du COPIL, autrement dit, le comité du pilotage. Tanguy aide les dirigeants, les directeurs de projet et les chefs de PMO à reprendre le contrôle de leurs projets stratégiques. Son sujet n'est pas le management de projet, c'est la décision. Tanguy transforme les COPIL en espaces d'arbitrage capables de décider plus vite, de réduire les dérives et de créer de la valeur. Dans un contexte où les projets deviennent de plus en plus complexes, il remet au centre un levier souvent sous-estimé, la qualité et la vitesse des décisions. Tanguy est également coach certifié et il a travaillé dans des domaines variés tels le génie civil, la marine et la pharmaceutique. Tanguy, bienvenue. Bonjour, bienvenue Richard. Enchanté de faire ce podcast avec toi. Comment vas-tu, Tanguy? Que fais-tu en ce moment? En ce moment, pour être parfaitement honnête, je prépare mes vacances puisque nous sommes la veille de Pâques et donc après un mois de mars bien chargé, une petite semaine de vacances ne peut nuire et c'est important aussi de faire des breaks comme ça pour prendre un petit peu de recul et pas être tout le temps dans le rush. Donc ravi de pouvoir prendre une petite semaine de vacances sous le soleil apparemment. Voilà, le soleil c'est important, le repos, la régénération, la réflexion. Voilà, ce podcast c'est un peu de réflexion surtout. Et nous allons Mhm. discuter autour du sujet du copil. Tanguy, tu es Mhm. très actif sur LinkedIn. C'est quelque chose que nos auditeurs connaissent sûrement. Mais voilà un peu de réflexion sur le sujet du copil. Voilà, j'ai quelques questions. Et avec la première, il s'agit tout simplement de l'intérêt d'avoir des projets en copil. Alors, en fait, pour remettre un peu le contexte, les instances de gouvernance d'un projet, il y en a deux principales. Il y a une qui est très connue qui s'appelle la réunion de projet, hein, bien sûr, où le chef de projet travaille avec ses équipiers. C'est la partie opérationnelle du projet. Et puis, pourtant, malheureusement, l'équipe projet ne peut pas résoudre tout seul des décisions ou des problèmes et donc doit faire arbitrer. Et donc l'arbitrage, les décisions un peu stratégiques qui ont des impacts financiers, des impacts délais, des impacts techniques, eh ben, ne peuvent pas être pris que par le chef de projet tout seul. Donc, il s'adresse à une instance de gouvernance qui s'appelle le comité de pilotage, qui a plein de petits noms différents en fonction des contextes, hein. Parfois, c'est aussi le CODIR, par exemple, le comité de direction d'un site qui fait office de comité de pilotage. Parfois, c'est le COMEX, le comité exécutif de l'entreprise, qui fait office de comité de pilotage pour les projets stratégiques en particulier. Et on appelle ça un steering très souvent, un steering committee en anglais. Mais l'objet est très simple, c'est de faire arbitrer des décisions qui sont en dehors du ressort de l'équipe projet. Donc, qui ont des impacts qui peuvent être significatifs. Donc, on ne va pas en comité de pilotage pour demander des broutilles. On y va pour demander en général des décisions qui sont difficiles. Et pour finir la présentation en général, ce qui pose problème, effectivement, c'est quand la décision n'est pas prises dans un comité de pilotage, ben, comme ce sont des décisions qui ont des impacts, quand elles sont mal prises ou pas prises du tout, ce qui est courant, eh ben, ça ralentit le projet, voire ça l'arrête. Et de fait, ça a des impacts très négatifs. Donc, comme tu l'as bien souligné, c'est vraiment un levier important de conduite de projet, de performance projet, qui est très mal connu, enfin,
c'est très hétérogène sur la maîtrise de la façon de travailler avec un comité de pilotage de la plupart des chefs de projet. Et juste pour un peu situer les responsabilités du chef de projet, lui, il aura bien sûr un cahier des charges, mais il y arrive quand même à des Mhm. décisions qu'il ne peut pas prendre et qu'il ne devrait surtout pas prendre lui ou elle. C'est pour ça qu'on a Oui, ce- ces comités. absolument. Et lorsque un des travers, je dis souvent quand je fais des formations que le comité de pilotage, c'est la meilleure protection qui existe pour le chef de projet, parce que quand il n'y a pas de comité de pilotage, dans les entreprises de culture projet, hein, et ben, lorsqu'il y a des décisions compliquées qu'il les prend, parce qu'il veut bien faire, c'est le chef de projet. Et donc on lui reproche non seulement après coup d'avoir pris une décision qui n'était pas de son ressort, et si en plus elle est mauvaise, on lui met une deuxième claque parce qu'en plus il a pris la mauvaise décision. C'est également un intérêt pour les chefs de projet de régler un certain nombre de différends, notamment de disponibilité de ressources ou des équipiers. Si jamais j'ai un équipier, je prends un exemple très courant, si j'ai un équipier projet qui ne veut pas travailler pour moi dans un projet ou qui ne fait pas le travail suffisant, qu'est-ce que j'ai comme recours? Si n'y a pas de comité de pilotage, je lui en parle, très bien. Je vais voir son manager qui me dit, bah ouais, bon. Et je fais quoi après? S'il n'y a pas de comité de pilotage, eh ben, j'ai aucun pouvoir. Déjà qu'un chef de projet, on n'a pas beaucoup, hein. Donc, j'ai pas d'alternative. Alors que si y a un comité de pilotage, je présente en comité de pilotage, ben, le projet va bien, mais j'ai un problème sur la ressource ou sa disponibilité de tel équipier. Messieurs, mesdames, vous qui êtes membres du comité de pilotage, qui avez un pouvoir plus important que le mien, je vous propose un scénario 1, un scénario 2, un scénario 3, et vous décidez. Et moi, j'ai fait mon travail de chef de projet. Et j'essaye d'avoir une décision, ça c'est aussi mon travail. Mais en tout cas, la responsabilité de l'arbitrage, dans ce cas-là, elle est au ressort du comité de pilotage. Et comme le manager de l'équipe en question, il n'est pas idiot, il sait que dans le comité de pilotage, ça, il y a son N+2, et qu'il n'a pas envie qu'on le pointe du doigt comme étant le point bloquant du projet, ça aide quand même beaucoup, beaucoup à résoudre des problèmes qu'il n'y a pas s'il n'y a pas de comité de pilotage. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, Tanguy. Donc, la première, j'aime Mhm. beaucoup la façon que tu as décrit le copil comme en étant la meilleure protection pour le chef de projet. Moi, ce que j'ai vu, c'est Oui. que souvent, les chefs de projet redoutent du copil comme un contrôle, enfin, comme une instance de contrôle qui peut réduire leur périmètre Mhm. d'activité. C'est pas du tout ça l'idée, bien sûr. Ça, Non. ça, voilà, ça peut soutenir bien le travail project manager. Et puis, autre chose, Oui. c'est que les acteurs du COPIL, ceux qui sont dans le COPIL, ceux qui ont le pouvoir décisionnel, c'est souvent des Mhm. personnes qui ne sont pas exclusivement là pour le COPIL. Ils ont autre chose à faire au sein de l'entreprise. Oui, clairement, c'est un soutien, le comité de pilotage, c'est un soutien du chef de projet. Après, il y a dans les comités de pilotage des gens qui sont des décideurs, qui ont parfois un certain pouvoir. Alors, ça dépend du projet, hein. Le niveau du comité de pilotage dépend du niveau du projet, mais on a un peu de tout. En tout cas, ce sont des gens qui ont un peu plus de pouvoir que le chef de projet dans l'environnement du projet, qui donc peuvent être parfois un petit peu directifs ou avoir une vision des choses très différente de l'aspect opérationnel. Donc, bon, il y a une dimension politique, hein, qui peut assez vite rentrer en ligne de compte. Et dans les copies, effectivement, c'est rarement un boulot à plein temps pour les membres du COPIL. Donc, ils sont directeurs de département, ils sont directeurs de site, ils sont responsables de service, ils sont CIO parfois. Et donc, le COPIL, c'est une petite activité dans leur agenda, ce qui explique aussi des travers de certains COPIL, hein, ou la culture projet, en particulier dès qu'on monte un peu haut dans certaines instances, la connaissance projet des membres du COPIL est parfois limitée, ce qui pose des problèmes au chef de projet pour expliquer ces problématiques parfois. Voilà, ça c'est un thématique très profond. On peut quand même continuer à explorer, mais c'est un peu ça Mhm, le souci de certains. Exactement, c'est la synchronicité du niveau de connaissance du monde projet. Donc maintenant, nous avons décrit un peu les projets, le copie, le chef de projet, mais il y a une autre mhm. instance que tout le monde est au courant, je crois, c'est le PMO.
Mhm. Donc, comment le Ouais. PMO rentre-t-il en jeu avec ce qu'on vient de dire? Quelle est la valeur ajoutée du PMO pour le copil? Alors le PMO, hein, donc pour reprendre le wording, c'est le Project Management Officer, donc c'est la personne qui, par nature, dans une entreprise et plus spécifiquement dans un département, s'occupe du portefeuille de projet. Et donc typiquement, on a des PMO pour les portefeuilles de projets de recherche et développement, on a des PMO pour les chefs de projet, enfin pour les projets IT, IS, on a des PMO pour les projets industriels sur un site par exemple, et puis quelques autres. Et donc, ce sont eux qui gèrent le portefeuille, c'est leur boulot premier. Alors, il y a deux aspects par rapport à ça. D'abord, il y a des PMO, le périmètre d'action et la posture du PMO, ça va de la gestionnaire ou le gestionnaire d'un outil centralisé de gestion de projet, genre Monday ou autre, hein, OPX2, etc., jusqu'à un accompagnement très stratégique d'un décideur sur un site ou dans une entreprise. Alors sa valeur ajoutée, elle est quand même principalement au niveau d'un copil dans la gestion du portefeuille. C'est quand même beaucoup là-dessus qu'on va l'attendre, parce qu'il peut aider le chef de projet, hein, c'est le portefeuille, son cœur de métier. Et l'utilité du PMO, c'est vraiment d'aider les décideurs à arbitrer, alors plus simplement sur une option au sein d'un projet, mais arbitrer entre plusieurs projets. Et typiquement, est-ce que je dois pousser le projet A et le projet B parce que mes ressources sont limitées sur le site ou dans le département? Est-ce que ces projets, lequel est le plus en lien avec la stratégie de l'entreprise et donc la stratégie du département? Est-ce que j'amène comme vision sur les possibilités, les scénarios possibles? Donc le PMO peut bien sûr être quelqu'un d'assez administratif et c'est vraiment pas un avenir certain avec le développement de l'intelligence artificielle de rester dans ce domaine-là pour les PMO. Par contre, les PMO qui sont des aides à la stratégie et des bras droits des directeurs de département ou des directeurs de site ou des directeurs des CEO, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et ça, l'intelligence artificielle va pas les remplacer tout de suite. Mais il faut hausser le niveau de jeu, il y a aucun doute. Voilà, le PMO qui peut être le PM Officer, ou aussi Oui, il y a possibilité que ce soit le PM Office, c'est-à-dire un petit groupe d'individus qui travaillent dans le sens de ce que tu viens de oui. décrire. Donc ça c'est toute une gamme de responsabilités, hein, comme on a vu, du simple administrateur Mhm. jusqu'à l'accompagnement stratégique. Il faut quand même un certain profil parce que si on monte, enfin, selon le niveau de responsabilité, on a besoin de certaines skills, comme on dit, et pas d'autres. Il y aurait Mhm. alors une typologie du gestionnaire de PMO idéal ou hésitant, même parfait, on peut dire. Cette typologie ressemblera à quoi? Alors le PMO parfait ou la PMO parfait, on le cherche toujours, hein, mais on ne désespère pas de le trouver. Néanmoins, moi, je peux donner des, euh, des éléments. Alors, il y a une différence hein, entre le chef de projet et le PMO. Le chef de projet, je fais juste une très petite parenthèse, on va lui demander quand même d'avoir une expertise technique, métier importante. Alors, il y a eu un livre qui était célèbre à son époque, qui s'appelait L'auto qui n'existait pas, hein, qui avait été écrit par Christophe Midler, de mémoire, qui décrivait le développement de la Twingo, donc c'est pas dire, hein, par un chef de projet qui était dans le marketing et qui à l'origine n'était ni ingénieur motoriste ni ingénieur mécanique. Donc on peut conduire des projets sans être expert pointu du métier, c'était la preuve à l'époque. Néanmoins, quand même, aujourd'hui, le retour, comme quoi les chefs de projet sont pas assez pointus techniquement pour travailler avec leurs équipiers, que ça pose problème. Mais ça, c'est une problématique de chef de projet. Le PMO, lui, ce qu'on lui demande, c'est pas d'être un expert du métier, parce que c'est plutôt au chef de projet, aux équipiers qu'on va demander. Par contre, on va lui demander une expertise projet. Et je suis toujours atterré ou en tout cas inquiet pour les PMO que je vois parfois qui sont nommés, qui n'ont qu'une connaissance de leur métier de base et aucune connaissance en management de projet. Donc, si c'est votre cas, je vous invite vraiment à aller vous former en management de projet, au moins sur les fondamentaux, parce que c'est quand même un métier qui a ses outils et ses méthodes.
Donc le PMO parfait, déjà, il est formé au management de projet, un peu la base quand même, mais c'est toujours bien de rappeler, puisque c'est pas très compliqué le management de projet, mais ça s'apprend quand même, hein. Donc faut le faire. D'abord, il y a quelques outils à comprendre. Bon, ok. Ensuite, il y a des méthodes. Ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, il va y avoir une posture. Et moi, le chef de le PMO parfait, non seulement il a les outils et méthodes de management de projet, ça c'est assez simple, mais il a plusieurs autres cartes dans son jeu. D'abord, il connaît quand même bien son environnement. Et donc, la notion de réseau est quelque chose qui est très important pour un PMO parce qu'il va connaître les gens, il va connaître les chefs de projet, il va connaître les managers, il va connaître les équipiers, il va connaître les décideurs de son environnement. Et ça, c'est quand même un élément qui est un vrai point fort pour le PMO parfait, puisqu'on est en train de chercher. Il peut également être un bon communicant et, si je voulais pousser un petit peu plus loin, avoir un certain impact. Et j'oserais pousser l'objectif jusqu'à dire que si jamais un PMO fait une formation coaching ou un certain nombre en tout cas d'ateliers de développement personnel pour mieux gérer ses limites, les limites des autres, être capable de mieux gérer les conflits, les tensions, la pression, c'est pas mal et on se rapprocherait d'un PMO vraiment parfait. Le dernier point, c'est qu'il a une dimension politique. Même si je sais que c'est un gros mot pour beaucoup de chefs de projet. Politique, ça veut dire comprendre les motivations, les enjeux des autres, en fait. C'est pas faire de la politique politicienne, c'est de se dire quels sont les enjeux des acteurs autour de la table du COPIL, par exemple. Il y a les enjeux de l'entreprise, il y a les enjeux des personnes. Et donc, si je veux avoir des décisions en tant que PMO, eh ben, je vais essayer de comprendre pourquoi un tel, il est plutôt favorable à cette option ou à une autre, pour son département, mais pour lui aussi. Et donc, je vais essayer d'être un peu stratégique et politique. Et là, on arrive quand même à un PMO, si ce n'est parfait, du moins qui quand même, et j'en ai quelques-uns en tête hein, que je connais, et ben, qui vraiment tiennent bien leur place. Et clairement, le manager avec qui il travaille ou le directeur avec qui il travaille sont bien embêtés quand il n'est pas là. Je crois que voilà, si on vise la perfection, hein, on peut atteindre quand même Mhm, presque tout ce on peut avoir tout ce qu'on envisage. Et ce que tu dis là sur les mhm, derniers points d'être un peu politique, mais pas faire de la politique, mais la comprendre, ça c'est quelque c'est chose ça. qui se joue beaucoup plus qu'on ne le souhaite. Et c'est quelque chose aussi que j'ai vu les chefs de projet expertise métier, comme on a vu, ils ont un Mhm, peu de mal à comprendre l'intérêt fondamental que ça a. Parce que oui. on copile, mais pas seulement. Il y a des motivations pour décider telle ou telle option, des Mhm, motivations déclarées et les vrais oui. motifs, et ça peut ramener presque à du sabotage. Tu as fait un article récemment sur le saboteur de projet en Ouais. coulisses. Alors, oui, enfin, clairement, les enjeux des personnes dans les comités de pilotage euh, sont, euh, sont complexes et c'est humain. Ben, là, on n'est pas des machines, les décisions sont pas rationnelles. Il y a l'historique des personnes entre elles au sein du COPIL qui est quand même à prendre en ligne de compte. Ça, c'est quand même un élément clé. Il y a les enjeux du département par rapport aux objectifs du projet et les objectifs personnels. Par exemple, pourquoi est-ce que des projets ne s'arrêtent pas dans certaines situations alors qu'ils devraient? Parce que ça mettrait en péril le sponsor du projet d'arrêter un projet qui a été lancé il y a longtemps à son initiative et qui va manifestement coûter cher et ne rapporter rien. Donc moi, en tant que sponsor, politiquement, j'ai pas intérêt à l'arrêter. Donc ça, c'est une réalité. Alors on peut dire, et je comprends hein, les chefs de projet qui ont un profil plutôt opérationnel et de dire que c'est quand même une dimension à prendre en plus qui est compliquée, et c'est vrai. Mais c'est une réalité. Donc, c'est le PMO parfait ou le chef de projet parfait, ben, il intègre cette partie-là. Et déjà, même avec ça, ça reste compliqué hein, de conduire un projet ou un portefeuille. Mais c'est compliqué. Ouais, je reconnais que beaucoup de chefs de projet ont beaucoup de mal avec ça et ils sont pas venus dans les projets pour faire de la politique. Et ça fait un point de blocage très courant.
Oui, il y a une expression en anglais, je ne sais pas comment ça se traduit en français exactement pour capturer un peu cet esprit-là, mais c'est If you don't do politics, politics will do you. C'est absolument ça. Si vous en faites pas, ben, la politique le fera à votre place, mais dans tous les cas, ça existe. Oui, oui. Ça, c'est inéluctable. Et puis, Tanguy, je voulais revenir un peu sur ce. Moi, je le vois comme une spécialité ou spécificité assez française. Je peux me tromper, je n'ai pas autant d'expérience que ça, mais la priorité sur la technique, parce qu'il y a des PMO qui sont des anciens chefs de projet, expertise métier, promus dans le rôle de PMO. Oui, Et je me oui. demande, pour moi, ça se passe un peu trop souvent. Est-ce que c'est vraiment une spécialité à la française ou c'est autre chose? Alors, c'est vrai que j'ai eu souvent hein, des cas aussi. Alors, c'est peut-être lié aussi à la conduite des carrières. C'est un élément qui est pas négligeable. À la conduite des carrières des personnels dans les entreprises françaises. PMO, quand on regarde bien les gens qui deviennent PMO, très souvent, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive régulièrement. C'est une sorte de récompense ou en tout cas de poste moins exposé que par exemple quand vous êtes chef de projet de développement d'un nouveau produit pour des exemples que j'ai en tête. Et donc de fait, quand vous êtes chef de projet, vous travaillez beaucoup, c'est compliqué, il y a une grosse pression. Quand vous êtes également manager, ça peut être compliqué. PMO, il y a une autre forme de pression, mais c'est pas la même. Et donc on va se retrouver très souvent avec des experts techniques qu'on va nommer PMO parce que ça fait une évolution professionnelle qui est intéressante pour eux et qui permet de respirer peut-être un petit peu. Sachant quand même que culturellement, oui, en France, on aime bien, on accorde beaucoup d'importance à la connaissance du métier pour les PMO. Ça fait aucun doute. J'ai une phrase pour ça, hein. Moi, ça fait 30 ans que je, je, je travaille dans le mode projet. J'ai fait des domaines très très différents. Partout où j'arrive, on me dit ici, c'est un peu spécial. Oui, oui, j'ai déjà entendu, hein, ça c'est, ouais, je connais. C'est très courant. Quand je suis arrivé dans le bâtiment, on m'a dit ici, c'est un peu spécial. Alors, le béton, c'est de la matière grise, hein, je vous laisserai y penser. Je suis arrivé dans le nucléaire, on m'a dit ici, c'est un peu spécial. Dans la pharma, ici, c'est un peu spécial. Donc, c'est partout un peu spécial. Et tous les métiers sont persuadés que leur métier est un peu spécial. Et que donc, pour gérer des projets qui impactent la R&D, par exemple, la recherche, eh ben, il faut quand même connaître un peu, il faut être chercheur, quoi. Parce que sinon, on ne comprend pas. Ce qui est vrai pour un chef de projet et moins pour un PMO, mais culturellement, en France, on est différent, ça doit être quand même très français. Et donc, y compris dans les métiers, il faut être du métier pour comprendre le métier, il faut être français pour comprendre les Français. Voilà, et ça nous amène un peu à ma dernière question. Je voulais juste faire Mhm. une petite déviation vers les définitions un peu, une Pas définition de souci. anglo-saxonne de ce Mhm. monde de projet. Pour les expertises techniques, il y a le Subject Matter Ouais. Expert, le SME. Et ça, c'est très courant. Et donc, de vouloir avoir à la fois un chef de projet qui s'y connaît en gestion de projet et qui est expertise métier, c'est en fait ces deux rôles en une Mhm. personne, selon le modèle ou les modèles anglo-saxons. Mhm. Alors maintenant, ça me ramène à ma commentaire de la spécificité française. Je sais que dans les projets classiques communs, nous avons affaire à la MOA et la MOE. Mhm. Ceux qui nous écoutent, c'est Yes. la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est vraiment très français, je Ouais. me rends compte. Est-ce que, Tanguy, tu vois quelque Mhm. chose qu'on pourrait dire de cela, de ces spécificités, ou pas? Est-ce que c'est un peu spécial en France? Alors, c'est un peu spécial. En fait, historiquement, la MOA et la MOE, donc maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, ça vient du public français avec une loi qui s'appelle la loi MOP, enfin, qui a officialisé ça.
qui permettait de clarifier les rôles de qui faisait quoi dans les grands projets d'infrastructure. Donc le maître d'ouvrage exprimait le besoin, et puis le maître d'œuvre mettait en œuvre, d'où les deux noms. Et donc ça se retrouve encore beaucoup dans des domaines très particuliers que sont tout ce qui est bâtiment et grands projets d'infrastructure. Et par déclinaison, c'est également des termes qu'on va retrouver dans les projets informatiques. On parle de maîtrise d'ouvrage, on parle d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. En fait, le terme n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la notion. Et en fait, elle clarifie un rôle qu'on retrouve ailleurs, c'est-à-dire quelle est la personne qui va exprimer le besoin et qui va payer. Voilà, c'est-à-dire celui qui veut le projet quelque part, hein. Et donc on appellera ça un sponsor dans l'entreprise. Je veux un nouveau produit, donc le directeur R&D, je veux une nouvelle ligne de production, le directeur du site industriel. Ils vont dire je veux ce projet, et donc ils vont mettre des moyens et ils vont exprimer leurs besoins. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui vont les réaliser. Ben, on va appeler ça un maître d'œuvre dans le bâtiment, et on va appeler ça un chef de projet dans le projet de nouveaux produits ou de nouvelles lignes de production. Et donc on retrouve exactement les mêmes composantes. En fait, quelqu'un qui exprime un besoin et qui finance, et l'autre qui réalise. Et ça, on va retrouver ça alors avec des pincettes, mais dans tous les autres types de projets. On pourrait regarder aussi que la partie agile, hein, quelque part, si on fait un lien, eh ben, le product owner ou les personnes qui vont exprimer le besoin ben, se rapprochent d'un rôle plutôt de maîtrise d'ouvrage, avec en tout cas la partie expression de besoin, que les équipes de développeurs avec le Scrum Master, on va se retrouver plus sur une mise en œuvre. Donc le terme est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on a les deux rôles, quel que soit le projet. Celui qui paye et qui exprime le besoin, et puis celui qui met en œuvre dans le cadre du fameux QCD pour revenir à des classiques, c'est-à-dire qualité, coût et délai. Donc le terme est spécifiquement français. Par contre, le concept est beaucoup plus général. Et là, ça s'applique à tous les projets. Je pense que tu l'as très très clairement expliqué, Tanguy. C'est les badges, c'est les étiquettes qui peuvent changer dans ce monde très grand Oui, de gestion de projet, mais en fait les concepts restent les mêmes. oui, Euh, clairement. ouais, voilà. À quelques petites exceptions près, mais c'est quand même gestion de projet, programme, PMO, ce sont des façons de travailler assez universelles, je me rends compte. Mais Oui. c'est aussi pour ça qu'on est là pour en discuter, pour clarifier un peu. Alors, en fait, si je devais rajouter juste un point par rapport à ça, c'est que c'est assez universel parce que de toute façon, les projets, ils sont toujours faits par des hommes et des femmes. Et donc, ça reste difficile. Après, les outils, méthodes et les étiquettes qu'on colle sont... Mais ça reste toujours une histoire moi, je dis, c'est le management de projet, c'est de l'intelligence collective, hein. C'est comment je fais travailler des gens ensemble, sans pouvoir hiérarchique en plus, souvent. Et donc ça, c'est vrai, c'est vraiment ça, la globalité du management. Après, il va y avoir des spécificités culturelles qui vont faire que ça va pas se manager pareil dans l'équipe ou la conduite du changement, par exemple, mais c'est toujours des gens ensemble qui essaient de faire quelque chose en commun. Oui, oui. Et c'est aussi, je le vois comme juste de différentes façons d'organiser un peu le travail, d'avoir des repères au sein de l'entreprise, dans les secteurs. Mais c'est quand même, c'est les hommes et les femmes, voilà, qui veulent rester intelligents et de le faire avec le moindre coût, le moindre effort, mais quand même le faire bien. C'est ça. Donc on a un objectif commun et on essaie de travailler ensemble et on fait au mieux. Voilà, c'est ça. Malgré un marché qui peut changer ou un environnement un peu imprévisible comme en ce moment, 2026. Voilà, on ne sait pas ce qui va arriver, mais ça, c'est maintenant de la spéculation. Donc, C'est bon, ça. Tanguy, nous arrivons à la fin. Je te remercie beaucoup pour Mhm. ton temps, pour le partage de tes expériences. Je pense que Ouais. nos auditeurs ont aussi apprécié. Ah, Maintenant que j'espère. nous en sommes là,
je voulais savoir s'il y a peut-être une pensée finale que tu aimerais partager. Alors, j'ai pas une pensée, mais c'est une note qui m'est venue ce matin. Alors, c'est plus de l'anecdote, mais euh, donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, ça arrive. Ça a un impact certain sur les métiers du projet des PMO en particulier, hein, donc on a déjà dit un petit mot, mais c'est un vrai sujet. Mais je me suis fait une réflexion un peu marrante, c'est que je travaille beaucoup avec ChatGPT et quand même, il est très orienté US. Donc déjà, il est positif comme un Américain, si j'ose dire, sans faire de raccourci. Donc, Tanguy, c'est génial que tu proposes, c'est une idée extraordinaire. Et donc, je dois le recalibrer, moi, pour qu'il travaille, pour que il me traite comme un Français et pas comme un Américain. Et même dans ma façon de penser, si je lui demande des choses, il va travailler comme un Américain, notamment dans les relations interpersonnelles que je peux adresser dans le travail que je fais avec lui. Il a des réflexes très américains. Et donc, je peux poser une question. J'utilise un petit peu DeepSeek, qui est donc l'intelligence artificielle chinoise. Et alors, elle a du mal avec mon prénom, parce que j'ai deux N, donc déjà, c'est compliqué. Elle me massacre DeepSeek, mon prénom, régulièrement. Mais je me demandais si dans les réponses que DeepSeek amenait aux questions qu'on lui pose quand on travaille ensemble, si elle avait des relations interpersonnelles orientées chinois. J'en sais pas plus, mais c'était une question que je me faisais et un point que j'ai creusé, de voir que finalement les outils d'intelligence artificielle retranscrivent les orientations culturelles des pays d'origine. Et c'est amusant de creuser ce point-là. Donc sur le DeepSeek, est-ce qu'il résonne comme un chinois dans les relations interpersonnelles? S'il y en a qui ont des réponses à apporter, je prendrai le retour d'expérience avec plaisir. C'est un point très intéressant que tu soulèves, Tanguy, vis-à-vis de la culture. C'est quand même plus fondamental Ouais. que le langage même. On parle tous anglais, mais quand même. Oui, Je vais pas dire plus, c'est quand même une pensée finale, une réflexion pour clôturer parfait. notre conversation. Encore une fois, merci beaucoup, Tanguy. Merci à toi, Richard. Joyeuses Pâques, bonnes vacances et à bientôt. Donc maintenant, pour nos auditeurs, si vous avez aimé cette conversation et vous souhaitez la continuer, vous pouvez toujours contacter Tanguy ou moi-même. Je mets quelques liens dans les notes du podcast. Au revoir et à bientôt. Thanks for listening. If you enjoyed this episode, don't forget to subscribe, share, and leave a review. I'll be back soon with more stories from the front line of change and transformation.